J'ai fait des cours à l'USC, dans le cadre de la pauvreté. Bon, je vous propose qu'on s'y mette, parce que l'heure c'est l'heure, et que nous serons chassés à 9 heures, selon la plus grande tradition de Sciences Po. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de ça. Ok, bienvenue. Je suis Denis Florin, je suis le président du groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité. Bienvenue dans notre première conférence de l'année 2024. On a une année 2023 assez active. On a fait en automne notre traditionnel speed meeting qui permet aux étudiants et aux professionnels de l'industrie de se rencontrer. On a présenté avec PSIA l'Energy Outlook, donc notre flux d'activité qui va se continuer. Mais je suis très très heureux aujourd'hui d'introduire une conférence qui me tient à cœur, que j'ai de monter depuis un an, donc je suis content de voir qu'elle aboutit parce que je pense que c'est un sujet qui compte. Euh, on a donc décarbonation de l'aérien, des enjeux significatifs, peut-être pas tant par le volume des émissions, et Alain Vivonneau nous en parlera pour nous remettre la réalité des chiffres en tête, que par la difficulté de les réduire. La bonne nouvelle, c'est que les pistes permettent d'envisager cette réduction, tant du côté industriel des avions et des moteurs, que Valérie nous en parlera, que du côté des carburants, et Isabelle l'abordera. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter, après avoir mentionné leur nom, nos invités. Donc, Alain Guilmoiseau, c'est un alumni. Il est issu des groupes Safran et Orange dans la recherche et développement et l'innovation, le business development très grand compte et la direction de la stratégie. Il est aujourd'hui enseignant en économie et en management au sein du ministère de l'Éducation nationale. Ses derniers travaux de recherche en management pointent sur la fragilité de l'information et l'importance de la fiabilité de celle-ci dans les prises de décision. Donc, c'est le cœur de notre sujet, comme il va vous le dire d'ailleurs, le cœur de notre sujet de ce soir. Valérie Guénon est, depuis 2019, la directrice de la politique environnementale produit de Safran. Donc, elle aussi, elle est au cœur du sujet. Elle a occupé des responsabilités au sein de Safran dans l'université, dans la R&D, chez Messier Bugatti, si je me souviens bien, c'est le train d'atterrissage. Les roues et les freins. Oui, les roues et les freins. Snecma, ça, c'est les moteurs. Absolument. Elle a une formation à l'Université du Delaware et à l'Université de la technologie de Compiègne. Elle est ingénieure en génie mécanique. Et elle a travaillé comme experte auprès de la Commission européenne pour la recherche et dans le domaine des transports. Elle est membre du conseil scientifique de l'École centrale supérieure et de l'UTC de Panthère. Et enfin, last but not least, Isabelle Weber. Isabelle est la directrice des affaires réglementaires de CEPOL depuis 2022 au sein du groupe Avril. Elle vous expliquera, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Avril, à quel point il est en pointe dans les biocarburants et pourquoi il a voix au chapitre. Elle est également présidente du syndicat professionnel Astérix France, qui représente les fabricants français, je me trompe, d'ester méthylique d'acide gras. Si vous ne le connaissez pas, il vous expliquera pourquoi c'est indispensable pour produire le biocarburant. Elle a travaillé dans des cabinets juridiques dans le secteur alimentaire. Elle a également travaillé 10 ans chez Danone comme directrice des affaires réglementaires. Vous avez indiqué qu'elle est juriste de formation spécialisée dans le droit européen. Sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à nos invités. Hein. Comme d'habitude, pour ce type de conférence, il va y avoir une présentation pour poser le sujet de nos différents invités. Et ensuite, on ouvrira la parole à la salle pour les questions que vous pouvez vous poser. Ok, bonsoir à tous, c'est un plaisir à tous. Alors, je vous ai fait énormément de slides, on va aller très très vite parce qu'il y a énormément de points à aborder là-dessus. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on a besoin de micro ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ok. Alors, je vais faire des petites portées comme dans les amphis, ce sera parfait. Oui. Alors, non, ça ne marche pas pour celui-là, on va essayer un autre.
C'est bon, ça fonctionne. Parfait. C'est bon. C'est quoi, c'est bon. Vous n'avez pas connu. Donc, je vais aller très vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le débat, pour l'instant, effectivement, on parle du transport aérien, on parle de la pollution, on parle de plein de choses. Le sujet que je vous aborde ce soir, c'est quoi? C'est le transport aérien, on parle beaucoup des riches et de la pollution concernant ce secteur d'activité. C'est dit, répété, toujours pareil, scientifiquement. Est-ce que vous avez vérifié les informations? On va rentrer dans le côté académique. Ioannidis, un scientifique américain, nous avait démontré, déjà il y a pas mal d'années, on verra ensuite, que l'information, même scientifique, est à vérifier avec précision. C'est ça très important. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va parler de socio-économie, d'économie politique, d'économie industrielle, tout ça dans la logique d'ingénieur, entre parenthèses, qui a énormément de travail à faire. Et je propose une approche empirique transdisciplinaire, une très grande difficulté. Il faut savoir aborder tous les sujets, ça prend beaucoup de temps. On va essayer très rapidement. Ah, apparemment, on va se trouver. Je vais mettre plutôt en arrière comme ça. C'est parfait. Donc, voilà. Donc, l'information est vraiment aujourd'hui un élément crucial. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus pour prendre des décisions dans toutes les organisations. Donc, le cas actuellement de transport aérien. Alors, de quoi parle-t-on? L'environnement dans notre planète a énormément changé en très peu de temps. Aujourd'hui, plein de déchets, ça apparaît de plus en plus. Alors, j'ai pris juste pour ces transports, hein, nos chères voitures, nos camions, nos motos, dont nous parlons très peu malheureusement, mais sur lesquels il faut quand même aussi bien travailler. Nos sociétés de consommation, et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, heureusement, le droit est là. Des règles sont apparues sur des limitations de CO2, sur les règles de transport aérien. Il y a 2050. L'objectif, vous connaissez un petit peu, c'est le nouveau carburant, le SAF, hein, qui va rapidement apparaître au transport aérien. Mais aussi, il faut intégrer, bien sûr, les aéroports dans le sujet, qui vont aussi se challenge-là. Pourquoi on parle de ça? Parce que le transport aérien est très souvent abordé lorsqu'on parle d'environnement. Pourquoi, à votre avis? Alors, on va aller un peu plus en détail. Oui. Ah, voilà. Un petit graphique qui est classique, on va rapidement tracer, mais c'est effectivement les projections du transport aérien. Là, j'ai pris Airbus sur effectivement ces projections il y a juste quelques années, et IATA qui nous rappelle un petit peu la croissance du transport aérien. Financièrement, ça n'allait pas très bien récemment, mais les bénéfices ont été faits il y a peu de temps. Voilà. Ce qu'il faut aussi se remettre un petit peu lorsqu'on fait une approche transdisciplinaire, c'est prendre tous les éléments. Là, je vous rappelle simplement une petite évidence, c'est la population dans le monde, la pauvreté qui était quand même très importante encore récemment. C'est bien de parler des riches, mais il faut quand même se souvenir que malheureusement, encore récemment, une grande partie de la population mondiale était pauvre. On voyait que 2080, c'était quand même 40% de la planète Terre. Et entre-temps, pareil, nous savons parfaitement, la croissance de la population mondiale était vraiment une véritable explosion en très très peu de temps. Donc ça, c'est tout simplement pour parler de ça. Approfondissons le côté maintenant scientifique. Fitoussi, bien sûr, Sciences Po, c'est évident. Jean-Paul Fitoussi, si vous vous souvenez bien de ses cours, il y a toujours pas si longtemps que ça, la théorie du lampadaire. Quel est ce bref lampadaire? C'est lorsqu'on s'informe, lorsqu'on prend une décision, on se base sur les informations que nous avons. La problématique, c'est avons-nous toutes les informations? Et je pense que ce cas-là, justement, caractérise très bien les cours de Fitoussi, justement, sur cette théorie-là. Je la croise avec Shimon Ioannidis. On ne le connaît pas assez, malheureusement. C'est un scientifique de la physique qui nous a fait à plusieurs reprises des publications très intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait simplement que même les publications scientifiques sont-elles vraiment fiables? C'est-à-dire que vous avez des fois des publications. L'exemple qu'on a récemment, c'était notre cher Covid, où il y a eu une multiplicité de publications de scientifiques, je parle de publications scientifiques académiques, hein, qui n'étaient pas obligatoirement les plus, je dirais, pertinentes. C'est quoi l'approche transdisciplinaire? Ben, effectivement, c'est réussir cette difficulté majeure de croiser les sciences politiques, sciences économiques, sciences de l'ingénieur, qui est vraiment très difficile. Nicole Cool a fait ça très récemment, cette méthode, ça a un peu évolué depuis, et Dupuis nous a parlé effectivement que c'était une petite gageure, tout simplement, parce que lorsque vous commencez quelque chose, il y a énormément de changements, tout change tout le temps, et il faut savoir tout combiner. Ou alors vous êtes une très grande équipe pluridisciplinaire, ou alors si vous êtes tout seul, c'est quasiment impossible. Mais on va quand même essayer.
Juste un petit rappel au niveau académique, c'est le croisement entre la triangulation et le côté transdisciplinaire, justement, où ça nous permet d'avoir le maximum de finesse, mais après, derrière, on a énormément de difficultés pour trouver la bonne information pour les publics, parce que sinon, attends. Si c'est trop compliqué, je vais. Attends, il faut être plus près. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de... Donc, qu'est-ce qu'on a pour le transport aérien? C'est quoi? Ben, effectivement, il est défini comme émetteur beaucoup de CO2. J'ai quelques sources qui montrent que, soi-disant, c'est jusqu'à 15% de toutes les émissions de la planète Terre en transport, dans les émissions de CO2. C'est aussi réservé aux riches. Le nombre de publications que nous avons sur ce sujet est assez phénoménal. Qu'en est-il de tout cela? On a effectivement des publications scientifiques et journalistiques qui nous démontrent à chaque fois pas mal de ces évidences. Voilà, c'est bien, comme ça c'est parfait. Gunning, pour nous souvenir un petit peu, justement, on rappelle simplement que le but de la science, c'est de réduire l'incertitude. On est là pour essayer d'avoir l'information la plus précise de la stratégie. Qu'est-ce qu'on a comme information pour prendre les bonnes décisions? Je prends simplement l'exemple des chiffres scientifiques sur les CO2 et sur les individus qui ont pris l'avion. Si vous regardez un petit peu les publications académiques, je précise les chiffres que j'ai mis ici, les sources académiques, ça peut aller de 1, 5, 11, 18, 20% des individus ont pris au moins une fois l'avion dans le monde. Quelle est la bonne source? Qu'est-ce qui est fiable? Je ne citerai pas les auteurs. La problématique que l'on a dans le domaine de la recherche, c'est que maintenant, c'est l'expertise. On a besoin d'avoir une expertise plus approfondie pour traiter un sujet. Deuxième élément. Second élément, effectivement, toujours pour parler de carbone, une très bonne publication de Mathias André, qui à plusieurs reprises a publié l'année dernière, un travail très intéressant. Dis-moi ce que tu consommes, je donnerai ton empreinte carbone, un exercice spécial, mais piégeux. Qu'est-ce qu'il nous a fait, effectivement, Mathias André? Il a simplement, vous connaissez tous bien sûr Piketty, donc vous avez suivi bien sûr avec beaucoup d'intérêt les travaux, et bien Mathias André a rectifié justement les travaux de Piketty. Je vous l'ai mis un petit peu aussi à la fin, Piketty et Zuckman, on se rentré un petit peu au conflit avec Leaders, c'était fin l'année dernière. Les deux auteurs américains ont contesté les travaux de Piketty. Tout ça, toujours pareil, je pense que vous entendez souvent parler de Piketty. Est-ce que vous avez étudié la fiabilité de ces sources? N'y a-t-il pas des biais méthodologiques, Biasoni, des travaux très intéressants sur Biasoni? Est-ce qu'il n'y a pas la science statistique? Il n'y a pas des biais, par exemple. Et Crozet, est-ce que, par exemple, du secteur dont on parle, est-ce qu'il n'y a pas des appréciations? On va aller encore plus rapidement. Je vais aller plus rapidement là-dessus. Tous les scientifiques, finalement, il y a pas mal d'interrogations qui apparaissent sur tout ça. Je fais juste ce petit parallèle là-dessus, c'est que Yannadis nous aura bien rappelé, donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a comme information? Et je vous prenais le cas des deux RM, c'est juste les scooters, les motos. Qu'est-ce que vous avez comme source d'information? Comment vous pouvez vous comparer quelque chose là-dessus? Est-ce que vous avez, pour faire des calculs, les bonnes informations sur ce sujet? La problématique que je souligne ici, c'est l'université Berkeley nous a dit simplement que, même au niveau scientifique, on a une problématique de un petit peu grossir les informations. Sources d'informations ne sont pas les mêmes, précises. On accélère. Alors, vous connaissez, je pense, pour certains d'entre vous, ce petit graphique sur les émissions de CO2 du transport aérien. Nous le connaissons tous. Je vous fais exactement la même, c'est exactement les mêmes data, et c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, comment percevez-vous l'information? La première, c'est celle qui est diffusée, qui est souvent copiée-collée. La seconde, c'est moi qui vous l'ai faite avec exactement les mêmes chiffres. Le transport aérien, est-ce que vous le voyez? Il est tout en bas, mais aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité. Passons à la suite. Ça, ce sont d'autres sources. Qu'est-ce qu'on a effectivement comme émission totale pour le GIEC, effectivement, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire par rapport à un secteur d'activité, qu'est-ce qu'il émet réellement totalement? Là, on prend simplement le secteur de l'industrie. Vous voyez, scope 3, qu'est-ce qu'il émet réellement en termes d'émissions? La réalité. Scope 3, le total. Est-ce que vous avez toujours les bonnes informations? Second cas très intéressant, c'est les informations, la fiabilité de l'information. Là, on a effectivement ICTT et Verdier qui nous a fait un petit rappel, tout simplement, qui est que nous avons une communication sur l'automobile. On voit effectivement, oh, bien sûr, l'automobile a beaucoup baissé. Eh bien, pour Verdier, pas du tout. C'est un tout autre chiffre qu'il faut prendre en compte. Lequel avez-vous à l'esprit? Toujours pareil, qu'est-ce que vous avez comme information? Voilà. Là, je vous ai pris juste un universitaire, c'est Timothée Paris, qui intervient pas mal sur le transport aérien. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Voilà, là, il a pris l'exemple. Le pêcheur somalien voit son poisson se raréfier, il nous va monter et probablement, il n'a jamais pris l'avion. Donc, c'est pas bien.
vous avez fait une publication, je vous ai mis dans le métro, c'est pas bien, c'est le transport en commun, comment peut-on faire ça? Il était très, très, très critique là-dessus. Il nous a fait une petite publication récemment. Ce fois-ci, c'est un enseignant. Hein. Il enseigne dans les écoles, il enseigne. Il donne ses cours-là. Il nous a publié ça récemment sur Internet. Il a dit, qui prend l'avion en France? Réponse, les riches, la moitié des déplacements. Et il a pris ce graphique. Ma question, c'est combien de personnes dans cette salle peuvent me dire d'où vient cette source, quelle page, quelle est la personne qui a fait ça avec quoi? J'ai un peu moins pour personne. Problème 1, ça, c'est pas le travaux de Tariq. Je pense que c'est un universitaire qui vous enseigne. Hein. C'est pas lui qui l'a fait, il a pris une sous 2008. Moi, je connais la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi, sur quelle base, etc. Sur quoi vous basez-vous pour prendre une décision? Je passerai rapidement là-dessus, sur le parti social, le côté anticapitaliste, qui va sur le transport aérien. Je continue pour montrer un petit peu tout ce qu'il faut avoir comme information dans la prise de décision. Toujours pareil. L'eau brusque, au contrôle, les résultats des émissions de CO2 par vol très différents de ceux qui sont exploités. Qu'est-ce que vous avez encore une fois comme source pour analyser votre sujet? Travaux de Bigot, vous connaissez aussi, vous avez souvent entendu, l'avion, ça pollue 1500 fois plus que le train. J'ai refait les calculs. On parle de quel train? Les trains régionaux, vous avez fait les calculs, on parle aux États-Unis. De quel avion? Court, moyen, long courrier, etc. Vous avez un excellent travail de Lefebvre, je ne pense pas que vous le connaissez. Il a fait un calcul dans le même domaine. Pour lui, c'est 7 à 8. Lefebvre est polytechnicien, il a fait un très bon travail une fois. Je ne pense pas que vous le connaissiez. La FNAM a publié une fois un travail qui parlait de Lefebvre. Qui connaît Lefebvre? Vous connaissez tous Bigot, personne ne connaît Lefebvre. Autre élément où il faut savoir être sensible, on est dans la science politique, science sociale, croissance de la population mondiale qui a à peine débattu sur les émissions de CO2. Nous sommes 8 milliards, demain nous serons des milliards. Je vais aller encore plus vite parce qu'effectivement nous serons encore en plein dedans. Petit rappel aussi, les émissions de CO2 c'est le charbon, hein. L'Asie c'est ça. Et moi je vous ai refait encore un petit graphique tout simplement sur depuis, on va dire, la révolution industrielle, voilà les émissions de CO2 globalement, source officielle cette fois-ci, et voici ce que vous avez le transport aérien. Transport aérien, c'est, je crois, la petite chose qui est tout en bas. À votre avis, où est la prise de décision en termes de CO2? Petit et très bon travail aussi sur qui pollue exactement. Il y a aussi les régions, il y a aussi les catégories professionnelles, il y a plein d'éléments à prendre en compte. D'autres travaux. Le riche pollue, on commence un petit peu par ça, très bien. Le riche pollue, très bien. Je vous rappelle que nous, Parisiens, nous ne prenons quasiment pas la voiture. La voiture, c'est ça qui émet le plus de CO2 et en plus en scope 3. Par contre, notre cher provincial qui a besoin de beaucoup se déplacer, il fait 20 000 km par an. Est-ce que vous avez fait les calculs là-dessus? Le graphique que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui montre bien effectivement que ce sont une partie limitée de la population qui prend l'avion. C'est un graphique repris depuis toujours. Voici le graphique précis sur les bonnes sources d'information. Ça, c'est effectivement, vous voyez que soi-disant 50% des Américains adultes n'ont pas pris l'avion. Moi, je vous montre juste à côté que la bonne source dit qu'à peu près la même période, c'était 86%. Est-ce que vous avez la bonne information? Je précise, hein, ça ne va pas être des estimations. Ah, tac. Un autre graphique nous a en France, qui a pris l'avion? Ça, je me fais international, maintenant on faisait la France. Qui a pris l'avion? Vous avez ce graphique qui est régulièrement pris, mais qu'est-ce qu'on a tout de suite scientifiquement? C'est 74, 93, je crois, et 2008. Est-ce qu'on a des sources d'informations? Oui ou non? La publication vient de 2020. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations. Moi, je vous donne... Ah, ça n'apparaît pas. Ce qu'il faut voir, c'est, alors, soudainement, ça n'apparaît pas de bonne façon, c'est qui a vraiment de plus en plus exploité le transport aérien. Ben, je vous informe que ce soit en pourcentage des agriculteurs. Vous savez, ceux qui ont un très fort pouvoir d'achat, qui n'ont pas du tout, malheureusement. Nos chers amis agriculteurs n'ont pas beaucoup d'argent. Même graphique, effectivement, cette fois-ci, avec une autre source qui nous décompose, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en a vraiment? Qui vraiment prend l'avion aujourd'hui? Et en plus, on distance celui qui est défini comme celui qui émet le plus de CO2. Et on voit aujourd'hui, ben, effectivement, une répartition assez, entre parenthèses, équilibrée de l'utilisateur du transport aérien. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez fait comme ça d'information? Je terminerai là. Vous êtes dans la prise de décision, dans le management. Qu'est-ce que vous avez comme source d'information? Les vérifier tout le temps, prendre le temps de le faire. Et derrière transport aérien, eh bien, c'est une approche transdisciplinaire parce que si vous faites uniquement soit sciences ingénieurs, soit sciences politiques, ça ne suffira pas pour prendre vos décisions. J'espère que j'ai su tenir le timing. Bon,
On n'a pas invité Clément Beaune, mais il aurait été passionné par J'avais prévu de le convier, mais je pense que son timing. Je propose Sincèrement, j'avais prévu de le convier. on passe à Paris, la parole à Valérie. Ah, d'accord. Ah oui, oui, alors je vais faire le 7. Est-ce que j'ai pas l'impression que mes mots fonctionnent, hein. J'ai pas eu l'impression qu'ils fonctionnaient. Donc, ce sont les ok. Oui, bah alors à ce moment-là, je vais m'asseoir. Celui-là, non? Oui, Ah, celui-là fonctionne. oui, celui-là marche. Bon, très bien. Ok. Bon, bah, je vais m'asseoir parce que ce serait plus facile. Ce sera moins dynamique que la présentation d'Alain. J'admire la capacité à présenter, je ne sais plus combien, 25 planches là en un quart d'heure. Bravo. C'est pas ça. 25 minutes. On est là pour partager du savoir. Alors, donc c'est par ici que ça se passe. Effectivement. Voilà. Bien, alors bonjour à tous et merci à Sciences Po Alumni de m'avoir invité et de me permettre de vous faire cette présentation, donc qui sera en deux parties. La première partie, c'est, je vais revenir sur l'empreinte environnementale de l'aviation, quelques faits et quelques chiffres, c'est très difficile d'être exhaustif en 20 minutes. Et puis en seconde partie, la vision d'un industriel, l'industriel que nous sommes chez Safran. Donc je rappelle que Safran, c'est un équipementier et motoriste aéronautique majeur. Nous réalisons sur un avion énormément d'équipements, donc des moteurs évidemment, mais des trains d'atterrissage, tous les systèmes électriques, les câblages, des équipements de cabine, de sécurité, etc. Donc des choses qui pèsent très lourd et qui contribuent à la consommation des avions. Alors, décidément, c'est pas terrible, hein, je suis d'accord. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, voilà. Oui, bon, alors quelques faits et chiffres sur l'empreinte environnementale de l'aviation. Donc, ce qu'il y a de bien quand on travaille dans ce sujet, c'est que on ne s'ennuie jamais dans les dîners en ville. Je peux vous garantir que tout le monde a un avis sur la question. Il m'est arrivé encore très récemment d'être dans un dîner et la personne assise à côté de moi, qui ne travaille pas du tout dans ce domaine, m'a véritablement fait un cours sur le sujet. Donc, ça c'est bien parce que comme ça, on intéresse les gens. Alors, tout d'abord, définissons qu'est-ce qu'on entend par les effets environnementaux de l'aviation. Alors moi, dans les effets environnementaux de l'aviation, j'inclus un certain nombre d'effets et à commencer par l'effet climatique. Donc, l'effet de serre, la contribution à l'effet de serre, qui a un effet sur le climat. Sur cette planche, tout ce qui est en rouge et gras, ce sont les phénomènes ou les effets sur lesquels l'aviation joue le plus. Donc l'effet de serre, la pollution de l'air. Alors j'emploie le terme pollution en général pour parler de pollution locale. J'emploie pas le terme pollution pour parler d'effet de serre. Je sépare les gaz à effet de serre des émissions polluantes. Les émissions polluantes qui, elles, rendent les gens malades, qui affectent la qualité de l'air. Et ça, c'est un problème qu'on a plutôt aux abords des aéroports pour les gens qui travaillent ou qui vivent près des aéroports. Le bruit est également une pollution et le bruit est également un phénomène qui rend les gens malades. Et donc, ces trois premiers impacts, eh bien, on travaille dessus en tant qu'industriel depuis les années 70. On travaille dessus pour ce qui est de la pollution de l'air et du bruit parce que nous sommes soumis à des réglementations internationales qui sont de plus en plus sévères. Et on travaille sur l'effet de serre parce qu'en fait, on a toujours cherché à diminuer la consommation des avions. La motivation était au départ une motivation économique, de manière à pouvoir fournir aux compagnies aériennes des avions qui soient les moins consommateurs possibles, pour consommer moins de kérosène. Et aujourd'hui, la motivation, elle n'est plus seulement économique, elle est véritablement devenue une question de responsabilité environnementale et climatique de notre secteur. Et c'est presque une question aussi vraiment, quand on parle de durabilité, il s'agit vraiment de la durabilité également de notre secteur. Et puis, depuis un peu plus récemment, mais on s'intéresse aussi à d'autres aspects comme la pollution chimique, la consommation des ressources, l'artificialisation des sols, et les effets sur la biodiversité. Alors moi, là maintenant, je vais vous parler uniquement de l'aspect climatique parce qu'en fait, c'est le sujet, il fallait faire un choix, je n'ai pas le temps de parler de tout, et que c'est le sujet qui intéresse en général le plus les dîners en ville. Alors,
quelques chiffres. Alors là, je vous parle de l'année 2019. C'est la dernière année avant le Covid. C'est une année où les chiffres sont à peu près comparables aux années maintenant 2022-2023. Ils n'ont pas beaucoup changé et surtout le raisonnement que je vais vous présenter n'a pas changé. Si on regarde les émissions mondiales en 2019, alors les êtres humains que nous sommes, nous avons émis 57,4 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc, ça s'appelle des émissions anthropiques, ça veut dire humaines. Et donc, sur ces émissions, on parle de CO2 équivalent parce que ça comporte du CO2, mais ça comporte aussi d'autres gaz à effet de serre, comme par exemple le méthane ou le protoxyde d'azote. Alors, dans ces gaz qui sont là, l'aviation émet du CO2. Elle n'émet pas de méthane ou de protoxyde d'azote. Ça fait 43 gigatonnes de CO2 émises au total. Le GIEC, en général, s'intéresse plutôt à une autre assiette qui est l'assiette du CO2 due à la consommation d'énergie fossile. Et donc là, l'assiette, elle est un peu plus faible, c'est de l'ordre de 34 gigatonnes. Les transports, en 2019, ont émis 8,2 gigatonnes et l'aviation, donc les avions civils en exploitation, ce que j'appelle en exploitation, c'est vraiment les émissions de CO2 des avions lorsqu'on les utilise, à partir du moment où on allume leur moteur jusqu'au moment où on l'éteint, et entre les deux, ils ont fait leur mission, ils ont volé. Donc les avions civils en exploitation, on sait avec une très bonne précision combien de CO2 ils ont émis, parce qu'il suffit de savoir combien de kérosène a été consommé. Et le calcul se fait très facilement. Donc ça, ce sont des données dont on dispose. Et vraiment, pour ce qui est du CO2, il n'y a pas d'incertitude. La marge d'incertitude est très faible. Alors, pour les avions militaires, en revanche, on a moins de visibilité, mais dans tout ce que je vais vous présenter, là, il n'y a pas de militaire. C'est un sujet un petit peu différent. Les leviers d'action ne sont pas du tout les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, donc ce 915 gigatonnes, 915 mégatonnes de CO2 émis par les avions civils en exploitation, ça représente combien? Alors, certains acteurs, notamment représentant le secteur industriel, disent que c'est 2,1%. Effectivement, 0,915, c'est 2,1% de 43 gigatonnes. Ce chiffre est exact. Mais si on regarde comme le fait le GIEC par rapport à la fourchette, à l'assiette, pas la fourchette, l'assiette de l'énergie, eh bien, on passe à 2,7%. Ce chiffre est exact. Ce n'est pas les mêmes chiffres, mais les deux sont rigoureusement exacts. Bon, si on regarde par rapport au CO2 des transports, l'aviation représente à peu près 11% du CO2 émis par les transports, les trois quarts étant émis par les transports routiers. Et bon, voilà, on voit qu'on a on comprend bien qu'on peut avoir des chiffres différents en fonction des hypothèses qu'on prend, du numérateur et du dénominateur. Alors là, je vous ai parlé seulement du CO2 lors de l'exploitation, mais l'aviation, elle est également responsable de CO2 qui est émis à d'autres phases de la vie de l'avion, et notamment, par exemple, pendant sa fabrication. Alors, c'est très faible. La majorité 95% du CO2 émis dans la vie d'un avion, c'est pendant son exploitation, au minimum 95%, mais enfin quand même, il y a un peu de CO2 qui est émis pendant la fabrication de l'avion. Il y a également le CO2, on pourrait ajouter le CO2, c'est ce que j'ai fait dans ce calcul. Tous ces calculs, je les ai faits moi-même. On peut aussi ajouter un peu pour les émissions des aéroports. Et puis, il y a également une composante qui n'est pas négligeable, c'est le CO2 émis par la fabrication et l'acheminement du carburant, qui est plus importante que le CO2 de fabrication de l'avion ou même le CO2 des aéroports même. Alors, bon, quand on ajoute tout ça, moi, donc, le calcul que j'ai fait, je suis tombée sur un total de 1,2 gigatonnes. Donc, ce que je viens juste de vous décrire, c'est la petite auréole grise qui se rajoute au CO2 en exploitation. Et donc là, on trouve que ça fait, si je compare par exemple avec la deuxième galette, là, eh ben, je trouve 2,8%. Voilà.
Donc, conclusion de tout ça, on a des chiffres pour le CO2. Ce n'est pas parce que les chiffres sont différents qu'ils sont faux, ce n'est pas parce que les chiffres sont différents qu'il y a des incertitudes, il n'y a pas d'incertitude, et surtout, ce n'est pas parce que les chiffres sont différents qu'il y a des gens qui mentent et qu'il y a des gens qui disent la vérité. Il n'y a pas les méchants industriels qui mentent et les gentils ONG qui vous disent la vérité, comme je l'ai très souvent lu dans certaines publications. Voilà. Bon, alors pour le CO2, c'est très simple. Le CO2, vous le savez tous, il a cette caractéristique extrêmement désastreuse, c'est qu'il s'accumule dans l'atmosphère, il a une durée de résidence de 1 siècle, voire 2 siècles, et il s'accumule. Et aujourd'hui, la concentration de CO2 qui est dans notre atmosphère, elle découle de ce qui a été émis dans les 2 siècles précédents. Mais on en connaît bien ses effets. Alors, les avions, maintenant, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils émettent en altitude. Alors, vous avez peut-être, tiens, je vais faire un petit sondage. Qui a déjà entendu parler des effets hors CO2 de l'aviation? Ok, bon, quand même, pas mal. Très bien. Alors, effectivement, ils émettent en altitude, ils n'émettent pas que du CO2, ils émettent aussi des oxydes, pas protoxyde d'azote, justement, pas du N2O, des oxydes d'azote, des particules fines, et puis derrière le sillage des avions, il y a les traînées de condensation qui sont en fait des cristaux de glace qui se condensent derrière l'avion. Donc, souvent, on résume les effets hors CO2 à ces traînées de condensation parce qu'effectivement, c'est un gros contributeur et elles sont visibles. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les effets hors CO2 parce que là, ça deviendrait vraiment très complexe. Il s'agit de phénomènes physiques, chimiques qui dépendent de l'altitude, des conditions météorologiques, de la température, du taux d'humidité, des espèces qui sont déjà en suspension dans l'atmosphère là où passe l'avion. Donc là, autant pour le CO2, il y a vraiment une bonne certitude, autant là, il y a une incertitude qui est du même ordre de grandeur que les valeurs avancées par les scientifiques eux-mêmes. Hein. Donc là, on est dans un domaine où c'est très incertain et surtout, on ne peut pas du tout utiliser la même grandeur que pour le CO2. Pour le CO2, je vous ai dit qu'on utilise simplement, ce n'est pas compliqué, des tonnes de CO2 émises par an, voilà, c'est simple, elles s'accumulent. Là, on utilise une autre grandeur qui s'appelle le forçage radiatif effectif qui traduit la capacité réchauffante d'un phénomène. Bon, voilà. Donc là, je vais vous passer rapidement. J'ai fait la même démonstration, les mêmes galettes. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que quand on parle de forçage radiatif effectif, eh bien, pour les avions, donc, vous voyez que la part hors CO2 est très importante et elle représente les 2/3 du forçage radiatif effectif total des avions. Donc, beaucoup plus importante que pour les émissions anthropiques totales. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut multiplier les 3% de CO2 émis par 3. Ce calcul-là, il est faux. Pourquoi il est faux? Parce qu'il ne s'agit pas des mêmes grandeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont empressés de faire ce calcul sur un coin de table, qui ont même publié des articles sur le sujet, et ça, c'est tout à fait faux. Bon, voilà. Donc, ça représente 2,2% pour la part hors CO2 et 1,3% pour la part CO2, ce qui fait un total de 3,5%. Et ce 3,5% est issu d'une publication scientifique d'un professeur qui s'appelle David Lee de l'Université de Manchester, publication très connue. Allez-y. Je peux juste définir pour qu'on comprenne ce que... Oui, excusez-moi, ouais. Je suis allée un peu vite. Alors, en fait, il s'exprime en mégawatts par mètre carré, milliwatts, pardon, enfin en watts par mètre carré, par mégawatt, ici ce sont des milliwatts. Et donc, en fait, il exprime la capacité réchauffante d'un phénomène. Donc, le CO2, il a un forçage radiatif, il a cette capacité réchauffante. Et en fait, ça exprime la perturbation dans l'équilibre énergétique de la planète qui est induite par ce phénomène. Donc là, le phénomène, que ce soit les émissions de CO2 émises par l'aviation ou que ce soit les traînées de condensation qui forment une sorte de couverture et qui contribuent à l'effet de serre, qui empêche que l'énergie ressorte et soit réémise vers l'atmosphère, voilà, tout ça, c'est la capacité réchauffante. C'est ça qu'on reproche
Aux traînées de condensation, voilà. Ben, il contribue, les traînées de condensation contribuent à ce forçage radiatif à une proportion qui est importante. Alors, là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a un effet temporel qui n'est pas le même que pour le CO2, puisque les traînées de condensation, elles ont une durée de vie de quelques heures. Mais pendant qu'elles sont là, qu'elles existent, eh bien, elles empêchent l'énergie thermique de ressortir. En revanche, plus on regarde sur une durée très longue, et sur une durée très longue, c'est toujours le CO2 qui gagnera, entre guillemets, parce que c'est le CO2 qui reste le plus longtemps dans l'atmosphère. Donc là, les évaluations et les quantifications, elles sont beaucoup plus compliquées. Et il y a un enjeu de compréhension des phénomènes physiques, et ça, c'est très intéressant pour nous en tant qu'industriels, parce qu'en tant qu'industriels, jusqu'à présent, on ne s'était pas intéressé à la physique de l'atmosphère, donc on apprend énormément de choses, et c'est de nouveaux champs techniques et scientifiques qui apparaissent. Bon, là, c'est la vision française, mais je vais passer dessus parce que je n'ai pas le temps, voilà, tant pis. Et je vais prendre un autre angle qui est intéressant également, qui est l'angle de la consommation par 100 km. Si vous avez une voiture, vous savez combien de litres au 100 vous consommez avec votre voiture. Alors, selon l'EASA, l'Agence européenne de sécurité de l'aviation, donc les vols de 2017, donc ça c'est un chiffre qui remonte à 2017, ont en moyenne consommé 3,4 litres au 100 km par passager. Donc ça veut dire que c'est une moyenne, et les avions les plus récents, avec le taux de remplissage nominal, qui est aujourd'hui de l'ordre de 84%, c'est moins de 2 litres au 100 par passager. Voilà. Donc, on va se dire, ah bah tiens, c'est quand même moins qu'une voiture, et c'est sûr que c'est moins qu'une voiture. Si vous voulez aller à Toulouse, il vaut mieux y aller en avion que tout seul dans votre voiture. Bon. Sinon, il vaut mieux y aller en train quand même. Mais, donc, c'est quand même pas beaucoup, et finalement, ce qui fait les émissions de CO2, bah, ça va être la distance, puisqu'en avion, on va quand même plus loin qu'en voiture. Alors, par un calcul extrêmement simple, hein, si ça vous intéresse, je vous communique, mais c'est très facile de convertir ces 3,4 litres au 100 en grammes par passager et par kilomètre. Ça fait précisément 86 grammes par passager et par kilomètre. Alors, si vous trouverez dans la presse, dans la littérature, mais surtout dans la presse, parce qu'il s'agit surtout d'articles de presse, des chiffres beaucoup plus élevés que ces 86 grammes, parce que beaucoup de gens, justement, ajoutent des facteurs multiplicatifs, notamment pour tenir compte, alors soit des émissions en amont, pour rajouter évidemment les émissions dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les émissions comment dire, de la fabrication du carburant, etc., de la fabrication du carburant, ou qui ajoutent un facteur multiplicatif pour tenir compte des effets hors CO2, mais là, c'est vraiment un peu du pifomètre, mais bon, en l'absence de... Voilà, il y en a qui font... L'ADEME applique un facteur 2, par exemple. Alors, je vais passer également très vite. Bon, bah, ça, c'est justement une évaluation de l'ADEME, mais je vais passer à la stratégie climat de Safran. Quelle est la réponse de l'industriel que nous sommes? Alors, on n'a pas commencé à s'y intéresser hier. Donc, en 60 ans, la consommation des avions, globalement, mondialement, vous avez remarqué que je vous donne toujours des chiffres mondiaux parce que c'est quand même ce qui a le plus de sens pour une activité aussi internationale que l'aviation. Et puis, c'est ce qui nous permet d'avoir des évaluations assez précises. Dès qu'on commence à entrer dans des périmètres plus restreints, c'est plus difficile à évaluer parce qu'il y a des risques de compter double ou de ne pas compter des choses. Bon, bref, donc la consommation des avions, elle a été divisée par 5. Il s'agit de la consommation unitaire par passager et par kilomètre. Donc, on est très fiers, ce sont des prouesses techniques, et 70%, c'est grâce au moteur, et c'est grâce à une caractéristique du moteur qui s'appelle le taux de dilution, et qui se traduit par le diamètre du moteur. Vous voyez ici 3 générations de moteurs, les moteurs sont de plus en plus gros. Ben, plus le moteur est gros, et meilleure est sa consommation spécifique. Voilà. Donc ça, on est très content d'avoir fait ça, mais on va continuer à améliorer encore. On est obligé de continuer à progresser dans ce sens-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation était une motivation économique. Bon, nous avons donc des engagements pour réduire, décarboner l'aviation.
c'est le plus gros de notre empreinte. C'est vraiment, une fois qu'on a vendu nos produits, leur utilisation, c'est ça qui fait notre empreinte. Néanmoins, nous avons également des engagements sur l'empreinte du fonctionnement de notre entreprise, les émissions sur nos sites industriels. Et nous avons des actions pour réduire considérablement. On a un objectif de réduction de 30% sur nos sites industriels. Et nous faisons tous les moteurs que nous vendons passent par des essais de réception au banc, au sol, et nous utilisons du kérosène. Eh bien, nous sommes en train d'introduire, nous allons aller jusqu'à 35% de carburant durable à horizon 2025. Aujourd'hui, on a atteint 25%. Ça, voilà, ça permet également de réduire l'empreinte carbone de nos essais. Et Isabelle va vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par carburant aérien durable, Sustainable Aviation Fuels, SAF, et pourquoi ils sont vraiment durables. Notre objectif, alors vous avez ici une vision de comment décarboner d'ici à 2050, donc une trajectoire de décarbonation en prenant comme données d'entrée des projections de croissance de l'aviation de l'ordre de 3% par an. Aujourd'hui, les prédictions, les prévisions, c'est une donnée d'entrée, c'est une croissance mondiale tirée par l'Asie, tirée par les pays émergents. Il y a une demande qui sera de l'ordre de 3% par an. Alors, comment on fait? Avec toutes les prouesses qu'on a faites, il y a évidemment la croissance du trafic aérien fait que les émissions en valeur absolue, elles augmenteront. Donc, il s'agit de faire en sorte qu'elles n'augmentent pas. Donc, vous avez ici les différents leviers. Donc, le premier levier, 35 à 40% grâce à la technologie, et on travaille sur l'efficacité énergétique des avions, et je vais vous donner quelques exemples de technologies que nous mettons en place. 5 à 10% qui seront dus aux opérations aériennes, donc notamment optimiser les trajectoires, optimiser le contrôle aérien, les taux de remplissage, et puis 50% grâce à l'utilisation de ces carburants aériens durables, dont je ne vous dirai pas plus puisque vous allez avoir une présentation par une spécialiste. Il restera 5 à 10% qu'on ne saura pas décarboner avec des mesures internes à notre secteur. On appelle ça des mesures externes hors secteur. On peut également appeler ça de la compensation, on peut appeler ça de la captation carbone, mais l'aviation restera de toute façon, il restera toujours un peu de CO2. Alors, quelle est notre feuille de route, nous, Safran? Le premier levier, c'est de développer des technologies pour des avions ultra efficaces. Vous avez ici une image d'un projet de moteur. C'est un développement de moteur qui est lancé avec notre partenaire General Electric, qui s'appelle le programme RISE. Et vous voyez que ce moteur, il a une drôle de tête. En fait, il a ce qu'on appelle la soufflante. C'est la grande roue qu'on voit à l'entrée du moteur quand vous prenez l'avion. Et en fait, cette soufflante, elle n'est plus carénée. Ça permet, je vous disais tout à l'heure que plus ils sont gros, les moteurs, et moins ils consomment. Et bien là, c'est une manière de les rendre encore plus gros et on enlève la pénalité de masse et de traînée qui est due au carénage. Alors, ce moteur, donc, ça va être, on appelle à architecture ouverte, open fan en anglais. Mais comme je vous l'ai dit, on travaille également sur des équipements, des trains d'atterrissage, des câblages qui pèsent extrêmement lourd sur un avion et on travaille à l'allègement de tous nos équipements. Donc, on vise avec ce nouveau moteur une réduction des émissions de carburant de 20%. Le deuxième levier, ce sont les carburants durables. Et là, ça ne dépend pas que de nous, mais ça dépend quand même un peu de nous parce qu'il va falloir mettre à disposition des avions et des moteurs qui seront compatibles qui peuvent aller jusqu'à 100% de carburant durable. Donc, il va falloir travailler sur la compatibilité physique, chimique avec ces carburants. Le dernier levier, il est plus anecdotique, mais on y travaille, c'est l'électrification. Aujourd'hui, l'électrification, et ça va encore durer longtemps, n'est applicable qu'à des véhicules de petite taille, donc des hélicoptères ou bien des très petits avions, mais il existe quand même des avions de petite taille qui sont électriques ou bien hybrides électriques, et ça permet quand même de décarboner, mais ça, c'est pas ça qui va faire le plus gros de la décarbonation. Et puis pour terminer, les effets hors CO2, nous travaillons
à la recherche pour comprendre ces effets. Alors, vous avez ici une image, c'est un Airbus, c'est un projet de recherche auquel nous participons avec Airbus. Vous avez un Airbus qui émet des traînées de condensation derrière et vous voyez qu'au premier plan, il y a un avion qui est un avion suiveur. Ce sont des essais en vol que nous réalisons avec des conditions de combustion ou des carburants différents. L'avion suiveur, eh bien, en fait, il mesure le nombre de particules, la quantité de traînées de condensation qui sont produites en fonction des différents paramètres. Voilà. Donc, on fait des travaux de recherche extrêmement importants sur ce sujet-là. Et je crois que j'ai terminé. Je suis désolée, je crois que j'ai un peu dépassé mon temps. Merci, c'était passionnant. Et donc, c'est une parfaite transition avec le propos d'Isabelle qui est justement de parler de carburant. Je m'assois aussi. Alors, je teste voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, décarboner le transport aérien. Donc, moi, je suis directrice des affaires réglementaires de CEPOL, qui est une filiale, la plus grosse filiale du groupe Avril, que je vais vous présenter juste après. Et donc, l'image qu'on a là, c'est un fruit de l'intelligence artificielle. Alors, le but n'est pas de décoller sur les champs, mais c'est effectivement, il y a un lien entre les carburants d'aviation durable et l'agriculture et le monde agricole. Et il y a des solutions, en fait, aujourd'hui, pour décarboner l'aérien qui viennent, en fait, de la biomasse, c'est-à-dire de l'énergie qui provient du végétal ou de l'animal et qui est renouvelable, en fait. Et donc, chez Avril, on travaille notamment à fabriquer, pas directement, mais à donner à minima de la matière première pour fabriquer des carburants d'aviation durable. Alors, Avril, en quelques mots, c'est effectivement le leader industriel français de la filière des huiles et des protéines végétales et qui a été fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire de Avril. En fait, il a été construit, ce groupe, par des agriculteurs. En 1973, en fait, il y a eu un embargo. On se sourçait beaucoup en protéines de soja qui venaient d'Amérique, en fait, notamment et principalement pour l'alimentation du bétail. Et il y a eu une grande sécheresse et en France, on s'est retrouvé en Europe sans protéines animales. Et donc, voilà, il y a eu cette idée de créer une filière pour développer la production de protéines végétales sur le territoire français. Alors, aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'autosuffisance, mais on a quand même une partie des protéines qui sont utilisées pour l'alimentation animale. Il y a aussi des projets pour l'alimentation humaine, mais qui sont faits sur le territoire français pour contribuer à l'autonomie protéique de la France. Le groupe Avril, donc c'est un groupe qui est issu du monde agricole. Donc l'amont agricole est très présent et les administrateurs, ce sont les agriculteurs du groupe Avril. Et ce groupe reverse l'intégralité de ses bénéfices pour développer le monde agricole et pour le monde agricole. C'est vraiment un modèle très particulier qui n'existe pas beaucoup ailleurs. Moi, je ne connaissais pas d'autres modèles de ce type-là avant de rejoindre le groupe il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, que fait globalement l'activité principale de ce groupe? C'est effectivement de triturer de la graine, c'est-à-dire de la broyer, d'en sortir l'huile et la protéine. Et le groupe Avril, en fait, a plusieurs activités qui sont plus ou moins connues. Donc, une activité, effectivement, de solutions pour l'agriculture. Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle les tourteaux, donc la protéine pour l'alimentation animale. Il y a effectivement des produits de grande consommation. J'imagine que vous connaissez les marques Le Sieur, Isio 4, donc voilà, qui sont effectivement des huiles qui viennent de nos usines. Des ingrédients de spécialité. On travaille aussi sur l'oléochimie. On fabrique des coproduits en fait qui viennent de la production en fait de nos produits qui sont l'huile et la protéine à la base. Et il y a des coproduits qui sont fabriqués, qui sont utilisés dans la chimie, en cosmétique, pour le monde des détergents. Enfin, il y a pas mal d'applications qui existent. Et le dernier métier qu'on a, c'est effectivement toute la partie développement d'énergie, en fait, d'énergie renouvelable, donc des énergies qui se régénèrent, issues du monde agricole et qui permettent effectivement de fabriquer des biocarburants. On parlait tout à l'heure d'ester méthylique d'acide gras, qui sont utilisés dans les transports routiers. C'est une technologie qui ne marche pas dans l'aérien, donc voilà, je le précise aussi. Mais aujourd'hui, quand vous prenez du gazole à la pompe, en fait, il y a écrit B7 sur la pompe, et en fait, il y a en moyenne 7% de biodiesel, biocarburant, dans le gazole que vous pouvez acheter à la pompe. Alors, CEPOL, c'est la filiale d'Avril, et donc qui est le leader de la transformation du colza et du tournesol.
C'est un ancrage fort en France avec cinq sites industriels. Après, voilà, je pense que vous aurez la presse, vous pourrez regarder. Et on est numéro 1 de la trituration en France et on transforme 3,5 millions de tonnes de graines chaque année, donc ce qui est important, qu'on pré-traite, qu'on raffine et qu'on estérifie en fonction des usages qu'on veut avoir. Je m'arrête un petit peu sur ce slide-là qui reprend un peu les débouchés qu'on a, mais je voudrais insister, voilà, chez Cepol et Avril, on triture principalement de la graine de colza et de la graine de tournesol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on triture de la graine, on a en gros 55% qui est le tourteau, la protéine, en fait, qui est destinée à l'alimentation animale. Enfin, on travaille aussi à des développements d'alimentation humaine, et on a 45%, donc le reste qui est de l'huile. Chez Avril, notre première fonction, c'est de déjà servir l'alimentation humaine. Donc, on fabrique de l'huile correspondant à la demande qui est ensuite vendue effectivement par le sieur. Après, on peut avoir d'autres applications qui sont effectivement des huiles pré-traitées qu'on va fabriquer pour qu'ensuite ils soient transformés en carburant, notamment pour l'aviation. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est tout petit, mais qui a pour but de se développer demain. Et on fabrique aussi donc, des énergies dont je vous parlais tout à l'heure. Mais quand on vous parle effectivement de ce débat food versus fuel, que vous avez sans doute déjà entendu, et enfin, si vous avez, on pourra bien sûr en reparler si vous le souhaitez, mais ayons en tête que, quoi qu'il arrive, 50% de la graine n'est jamais utilisée pour faire des biocarburants. Alors, moi, je suis juriste de formation et spécialisée dans les affaires réglementaires. Donc, je vais vous parler de réglementation en essayant de vous l'expliquer au mieux. Mais quand on regarde les biocarburants aujourd'hui, qu'ils soient fabriqués à partir de colza, de tournesol, ça peut aussi être fabriqué à partir de déchets qui proviennent de l'alimentation, qui proviennent des déchets municipaux. Enfin, il y a pas mal de, ça peut être des graisses animales, il y a pas mal de sources. On a une directive qui s'appelle, alors j'ai mis RED, c'est Renewable Energy Directive, qui fixe des objectifs en fait pour les États membres d'incorporer des énergies renouvelables dans le secteur des transports, notamment, pas que, mais c'est une partie importante de cette réglementation. Et on a ce qu'on appelle la RED 3, la troisième version de cette directive qui est sortie fin de l'année dernière et qui fixe effectivement pour les États membres à 2030, soit une réduction de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit une obligation d'incorporation de 29% d'énergie renouvelable dans les transports. Par énergie renouvelable, donc on a tout ce qui est issu de la biomasse, donc je vous parlais des biocarburants. Il y a aussi la partie biogaz qui vient aussi souvent d'une biomasse. Et puis, on a aussi toute la partie électricité, uniquement l'électricité renouvelable, c'est vraiment l'énergie renouvelable qui compte. Et l'hydrogène aussi, alors aujourd'hui, c'est tout petit, mais ça fait partie des énergies qui sont potentiellement renouvelables selon la façon dont elle a été obtenue. Ce qui est demandé pour toutes ces énergies renouvelables, en fait, c'est d'avoir un minimum de 50% de réduction de gaz à effet de serre par rapport à la référence fossile. Donc, pour nous, les biocarburants qui substituent au diesel, par rapport au diesel, donc au moins 50%, sachant que globalement, en moyenne, on est sur la France, des biodiesels mis sur le marché à plus de 60% de réduction de gaz à effet de serre. Et on a aussi l'obligation que ces biocarburants soient issus de matières premières qui soient durables, c'est-à-dire qui n'aient pas donné lieu à de la déforestation. On sait qu'il y a des endroits du monde où il y a des déforestations et aujourd'hui en France sont interdits, ne sont pas considérés comme répondant aux objectifs d'incorporation d'énergie renouvelable, le palme et le soja aujourd'hui au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir dans certains pays sur la déforestation. Voilà. Et après, il y a un maximum de 7% des énergies issues de biocarburants de première génération, c'est-à-dire de culture alimentaire. Il y a un plafond qui a été fixé par le législateur européen. En parallèle de ça, on a un règlement, on vient à l'aviation, Refuel Aviation, donc, qui est sorti en même temps que la RED 3 fin de l'année dernière et qui fixe des objectifs qui sont très ambitieux pour la décarbonation du secteur aérien. Donc, on a une obligation d'incorporer à 2050, ça va aller vous montrer après progressivement par palier, mais de 70% de SAF, de carburant d'aviation durable, dont la moitié doit venir de ce qu'on appelle des e-fuels, c'est-à-dire des carburants renouvelables, en fait, mais qui ne sont pas d'origine biologique. Voilà, et on garde pareil ce minimum de réduction de gaz à effet de serre de au moins 50%, et on va voir qu'on va de toute façon de plus en plus vers plus de réduction
gaz à effet de serre et pas de carburant de première génération issu de cultures alimentaires classiques. Donc voilà, là vous voyez un peu la courbe, effectivement, donc à 2025 on est à 2% et on va monter de façon assez exponentielle jusqu'à 70% qui sont des objectifs effectivement assez ambitieux, sachant que les matières premières qui sont éligibles sur la partie SAF qui n'est pas e-fuel en fait, c'est ce qu'on appelle les matières premières avancées, c'est-à-dire matières réalisées avec des nouvelles technologies, mais avec des déchets industriels alimentaires, des déchets municipaux, etc. Il y a aussi les huiles de cuisson usagées qui sont aussi un matériau qu'on peut utiliser, les graisses animales. Et on a une réglementation européenne qui est en cours d'adoption, qui fixe la liste en fait des matières premières qui vont pouvoir être utilisées pour fabriquer ces carburants d'aviation durable. Et les cultures intermédiaires dont je vais vous parler vont fort potentiellement faire partie de ces possibilités. Je continue sur le SAF et après je reviendrai sur les intercultures pour vous dire aussi que c'est un cadre réglementaire qui est ambitieux et l'objectif c'est vraiment que ça soit une réalité dans les faits en fait et donc de mettre des obligations et des sanctions qui vont porter effectivement sur les aéroports, sur les fabricants d'avions et sur les fournisseurs de carburant. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la réglementation européenne va obliger en fait que tout avion qui décolle d'un aéroport de l'Union européenne, dans sa consommation annuelle, en fait, au moins 90% doit être embarqué sur le territoire de l'Union européenne afin de s'assurer que les avions n'aillent pas s'approvisionner à l'étranger pour éviter l'obligation qui existe dans l'Union européenne d'avoir une incorporation de carburant d'aviation durable. Par ailleurs, on va avoir des amendes qui vont être fixées. Tout ce qui n'aura pas été incorporé en carburant d'aviation durable, en fait, il y aura une sanction qui doit être mise en place par les États membres, au moins 2 fois le prix d'un carburant, d'un kérosène, multiplié par le nombre de carburants renouvelables non incorporés. Donc, ça risque de faire une addition qui compte lourd à la fin, sachant que le paiement de l'amende n'est pas libératoire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez payer l'amende, je sais pas moi, en 2026, c'est en 2027, il faudra que vous fassiez vos obligations de 2026 et celles de 2027. Donc, c'est comme ça que le mécanisme est fait pour forcer en fait les opérateurs à répondre aux obligations de la réglementation Refuel Aviation. Voilà. Sur la production de SAF, alors je ne suis pas du tout ingénieure et technicienne, donc je vous le dis, mais ce qu'on voit, c'est que le SAF classique, en fait, on va fabriquer des huiles végétales qui sont hydrotraitées, donc on part effectivement d'un feedstock qui contient de l'huile, et en fait, on a tout un process qui fait qu'on va arriver à la fabrication alors il y a du diesel classique pour voiture, et puis du jet fuel qui va être en fait un complexe de cette production, cette huile végétale hydrotraitée avec des additifs qui va donner du kérosène. Juste pour information, chez Avril, on ne fabrique pas ce genre de produit, mais on fabrique de l'huile pré-traitée, en fait, qui va ensuite pouvoir être transformée pour être utilisée en carburant d'aviation durable. Et ce ne fait pas partie des choses qu'on fait. On sait faire des émails, mais aujourd'hui, on ne fait pas d'huile végétale hydrotraitée. Et alors, la production de e-fuel, donc c'est ce qui n'est pas d'origine biologique, mais qui est renouvelable, en fait, c'est effectivement les technologies à base d'hydrogène. Donc, on a besoin d'une énergie renouvelable à la base. Ça peut être, par exemple, de l'électricité renouvelable, voilà, pour faire de l'électrolyse de l'eau, obtenir de l'hydrogène, et ensuite, on va avoir adjonction, effectivement, de dioxyde de carbone, d'azote, et on va pouvoir avoir différents types de produits pour différents types d'applications, et on aura effectivement des carburants liquides, notamment pour l'aviation. Voilà. Alors là, si on regarde, c'est des estimations qu'on a fait, nous, chez Avril, on regarde des informations de consommation qu'on peut avoir. Il y a des reportings annuels de différents États membres, l'Union européenne en fait aussi, sur les demandes de SAF qui vont avoir lieu dans l'Union européenne et en France. Ce qu'on voit en fait, c'est comme la courbe d'incorporation tout à l'heure, ça augmente de façon tout à fait exponentielle. Donc, on va avoir une demande de 3 millions de tonnes à 2030 et effectivement, on arrive à plus de 20 millions à 2050.
Et pour la France, si on regarde, c'est le diagramme en vert, on verra 0,4 millions en 2030 et 2,6 en 2050. Donc voilà, il y a voilà, ces objectifs à remplir et donc il faut réfléchir à un mix de solutions. Il n'existe pas une seule solution, je pense, pour décarboner. Je pense que ça ne dira pas le contraire non plus. Il faut regarder les différentes solutions qui existent et voir ce qui est possible. Et donc, chez Avril, en fait, quelque chose sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, c'est les cultures intermédiaires. Alors, je vous ai mis la définition barbare réglementaire qui se trouve dans le projet de directive sur le sujet. Je ne vais pas vous la lire parce que voilà, c'est pas très agréable à écouter. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une culture intermédiaire, en fait, c'est une culture qui vient entre deux cultures principales. Donc, vous pouvez avoir un pois, une orge, etc. Et puis, il y a un moment où on va récolter et puis on ne va pas ressemer tout de suite. Et il y a une période, en fait, qui est assez courte durant laquelle, en fait, le sol, voilà, parfois n'est pas utilisé, parfois peut être labouré, parfois peut être laissé comme ça pour compte. Et certaines fois, on met un couvert, mais dont on ne fait rien ensuite. Et donc, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est que ça pourrait voilà, être une opportunité, en fait, de développer des cultures qui soient de courte durée, donc c'est 3 mois maximum si on se parle d'interculture d'été. C'est évidemment une culture non déforestante, mais a priori, on va sur des terres agricoles qui existent déjà et on ne va pas ailleurs, mais ça fait partie des choses importantes et qui n'appauvrit pas le sol, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, aujourd'hui, on sait que mettre un couvert, c'est quelque chose qui va faciliter la biodiversité. Ça va aussi permettre d'éviter le ruissellement des nutriments, de limiter l'érosion du sol, de permettre une meilleure absorption de l'eau et même de permettre la séquestration du carbone dans le sol. Parce qu'en fait, quand on récolte, en fait, on récolte que la graine. Par exemple, on a un projet sur la cameline, donc qui est une brassica, c'est de la même famille que le colza, mais voilà, qui, en fait, on ne récolte que la graine et donc vont rester effectivement présentes dans le sol les racines, donc qui viennent nourrir le sol aussi, et toute la partie feuillage, etc., qui va rester et rentrer dans le sol, en fait. Donc voilà. Et là, le principe qui est important, c'est que c'est une additionnalité à la production qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des productions de colza, vous avez du blé, etc. Et là, on vient en plus et non pas à la place, en fait, pour produire, en fait, effectivement, donc ces intercultures qui vont ensuite, si la réglementation le permet, pouvoir fabriquer des carburants d'aviation durable. Alors là, c'est juste, voilà, c'est de la cameline, donc c'est juste pour vous montrer quelques photos. Mais voilà, on a chez Avril la chance d'être très lié au monde agricole et de pouvoir en fait travailler main dans la main avec eux. Et donc, on a fait des pilotes avec pas mal d'agriculteurs pour développer cette cameline, sachant que voilà, on est sur une durée très courte. On va semer au début juillet et récolter début octobre. C'est en gros ça, si on regarde sur une interculture d'été. Il faut que les conditions climatiques soient favorables. Ces dernières années, on a soit eu trop d'eau, soit eu trop de soleil. Le but, c'est d'éviter au maximum, et la cameline, il n'y a globalement pas besoin de l'arroser. C'était aussi partie des critères de choix. Après, on limite aussi les apports d'engrais, etc. au maximum et les pesticides aussi. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir profiter de cette fenêtre et de le faire voilà, au maximum de ce qu'on va pouvoir à l'avenir. Un dernier point qui est un sujet sur lequel Avril est partenaire, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'est le projet BiotiJet en fait. Alors pour le coup, c'est fait avec de la biomasse forestière, donc des déchets de la sylviculture principalement. C'est un projet, voilà, l'objectif c'était d'être effectivement de fabriquer la première unité industrielle de fabrication de biokérosène à base de biocarburants avancés, donc ici des déchets issus de la sylviculture. Et le but, effectivement, c'est de développer ça et d'arriver à faire quelque chose qui soit utilisable et qui, dans un premier temps, à 2027, couvre un tiers des besoins d'un aéroport comme celui de Bordeaux. Et là, on mélange en fait l'avancée, enfin le SAF classique plus un peu de e-fuel parce qu'en fait, il y a un boostage à l'hydrogène pour avoir plus de production en fait de biokérosène. Et donc, voilà, l'idée pour Avril ici étant de suivre les innovations, la technologie et de soutenir un projet dans lequel on croit, mais on n'est pas
fabricants nous-mêmes de ce projet-là. Voilà pour ma présentation. Et, on va pouvoir discuter. Un très grand merci à vous trois. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos orateurs et nos oratrices? Ouais, peut-être qu'on peut se mettre tous les trois Oui. ensemble là. Béatrice? Oui, moi, j'ai pas très bien compris, ça s'adresse à vous. Si on arrivait à produire suffisamment de biocarburants, si c'est le problème, c'est plutôt la demande ou plutôt l'offre. Aujourd'hui, il y a... Enfin, voilà, c'est difficile d'arriver à se dire qu'on va tenir les ambitions qui sont fixées par l'Union européenne. Il y a un déficit assurément de matières premières aujourd'hui et même de développement de technologies. Peut-être que je vous en laisserai plus en dire un mot sur le développement des technologies à base d'hydrogène aujourd'hui, qui sont voilà, en projet de pilote, en projet un peu plus avancé parfois aussi, mais voilà, après l'ambition est à 2050, il peut se passer pas mal de choses pendant ce temps-là, mais aujourd'hui, effectivement, la demande est plus forte. On sait qu'à 2030, on saura tenir, après, ça va être plus compliqué. Pardon, si je peux continuer. J'ai une question complémentaire. Les moteurs d'avion, vous vendez quoi quand vous vendez des moteurs? Vous vendez des usages, vous vendez un produit, vous vendez des heures de vol, du kilomètre parcouru, je ne sais pas quoi. Et est-ce que ce genre de critère est intégré dans ce que vous achetez en fait? Est-ce que le fait que ce soit avec un carburant... Oui, merci pour la question parce que en fait, nous vendons les moteurs. Alors, l'avion est vendu à la compagnie aérienne et le moteur est vendu séparément, sauf sur certains avions sur lesquels on a l'exclusivité. Mais enfin, bon, la compagnie aérienne achète l'avion et le moteur a choisi la motorisation. Donc, l'avionneur, lui, il vend vraiment l'avion. Il vend l'objet avion. Nous, on vend le moteur à une fraction de sa valeur, en fait. Donc, on a un peu le même modèle économique que Nespresso ou que les imprimantes. C'est-à-dire qu'on vend le moteur à une fraction de sa valeur et notre profit se fait sur la vente de pièces de rechange. Voilà. C'est notre modèle économique. Donc, de plus en plus, on pourrait dire que c'est une forme de fonctionnement à l'heure de vol. Enfin, en tout cas, le bénéfice, on ne le fait pas au moment de la vente du moteur. Et la performance du moteur, de son fonctionnement de façon entre guillemets propre, n'est pas du tout un critère qui est pris en compte dans la valorisation économique au moment de la transaction. Je ne sais pas si je peux... Non, je réfléchis, je réfléchis à vous la donner une bonne compatibilité des équipements et des moteurs pour pouvoir aussi fonctionner avec ce genre de fuel, par exemple. Est-ce que c'est un critère qui est pris en compte? On va développer, notre futur moteur aura la capacité pour fonctionner avec 100% de SAF. Il aura même la capacité pour fonctionner, je ne vais pas parler d'hydrogène, mais enfin, il pourra fonctionner avec de l'hydrogène aussi. On travaille de plus en plus sur de l'économie circulaire, sur de l'éco-conception. Donc, ça fait partie de nos axes de développement. Aujourd'hui, quand on vend un moteur, de toute façon, le moteur, il est vendu, enfin, il fonctionne au maximum de sa capacité. Il est au top de sa capacité. Et ce qui va lui permettre de conserver le top de cette capacité, ça va être toute la maintenance qu'on fait pendant la vie du moteur. Le moteur, il va durer des dizaines d'années. Ce sont vraiment des produits de très longue durée. Et un avion, il pourrait très bien continuer à voler pendant 50 ans, 60 ans. S'il est bien entretenu, il n'y a rien qui l'empêche. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais après, on arrive à l'autre limite qui est un avion qui a 60 ans. Bah, c'est un avion qui est d'une conception plus ancienne et qui donc, comme il est d'une conception plus ancienne, il est moins, comment dire, moins bon, il a une moins bonne efficacité énergétique. Donc, après, la question se pose de à quel moment est-ce qu'il veut mieux remplacer les flottes par des avions qui ont une meilleure efficacité énergétique. Monsieur, vous avez une question? Moi, j'avais une question.
la différence entre la deuxième et la fin, donc là, j'arrête pas de faire. Sur la première, il faut Ah, bien d'accord. comprendre. Oui. J'avais deux questions différentes. Sur les SAF, il faut bien comprendre le positionnement du SAF. On est d'accord que c'est une alternative à l'énergie fossile, mais pour autant, ça crée encore du carbone. Enfin, ça libère encore, sa combustion libère encore du carbone dans l'atmosphère. Pour voir quel est le positionnement. Ça ne règle pas la question des émissions, des effets de serre. Alors, C'est une mode alternative par rapport aux fossiles. L'objectif est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Après, effectivement, arriver à zéro aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Mais l'objectif, c'est d'émettre moins, enfin, de façon très claire. oui, mais la question qui est posée là, si je peux me Ouais, permettre, hein. Oui, quand on brûle un carburant, que ce soit du SAF ou que ce soit du kérosène, on va émettre du CO2. Le SAF, on va peut-être émettre un petit peu moins de CO2 parce que c'est pas tout à fait la même chimie. Mais le principe qui fait que le SAF est décarboné, c'est son cycle de vie. En fait, c'est le fait que pour pousser, il a absorbé du CO2. On ne va pas chercher du carburant fossile qui est depuis des millions d'années dans le sous-sol de la Terre et puis larguer ce CO2 là qui dans l'atmosphère. En fait, le principe, c'est que c'est un cycle. On absorbe, la plante absorbe le CO2 et ensuite, ce CO2 il est de nouveau largué dans l'atmosphère. Voilà le principe. D'accord, merci. Et alors, deuxième question, mais je ne suis pas connaître la réponse. Il n'y a pas eu d'études comparables j'imagine, pour le secteur spatial, pour les lancements. On sait qu'il est en plein développement. On a eu 200 tirs cette année. Il y a pas mal de projets dessus. C'est juste une question. Alors, à ma connaissance, le problème écologique du secteur spatial, c'est surtout comment dire, la pollution voilà, la mise en orbite de tous les déchets spatiaux, hein. C'est surtout ça. Ça, c'est vraiment un gros problème et un gros enjeu. Le bilan carbone des lancements spatiaux, effectivement, on n'en parle pas, je ne pense pas qu'il soit énorme, hein. Parce que à chaque fois, c'est le nombre de lancements de réduit. 200 lancements par exemple par an actuellement, et c'est en pleine progression. À chaque fois, c'est des grosses quantités. Et en fait, initialement, on était plutôt sur la propulsion avec de l'hydrogène. On ne libérait pas de carbone. Là, tout le monde va sur le méthane. Alors, on dit que c'est du méthane, etc. Et du coup, là, on va vers des modes de production qui vont libérer du carbone. Il faudrait faire le calcul et le bilan de tous ces lancements. Après, il y a des hydrogènes de différentes couleurs et on va regarder. Là, par exemple, la Kourou, Il y a une grosse demande d'hydrogène vert. Ça, la personne qui va trouver la formule magique pour faire de l'hydrogène vert pas cher, elle aura. C'est le jackpot. Vous avez une question? D'un point de vue réglementation, moi j'ai une compréhension très haut niveau de ce qui se passe d'un point de vue mondial. Et ce dont j'ai l'impression, c'est qu'en Europe, on a une politique qui est on va imposer une incorporation entre la corporation aux aéroports, aux etc. Et aux États-Unis, on a une politique un peu plus de subvention à la production, qui fait qu'on a des mandats qui pèsent sur les acteurs en Europe, et on a une production qui est beaucoup moins chère et beaucoup plus attractive. Donc il y a potentiellement en plus les émissions de CO2 dans le transport. Et en fait, je me demandais comment est-ce que, d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, est-ce que c'était le cas, comment est-ce que la qualité de la vision là-dessus? Le risque de distorsion de concurrence, et puis il y a des endroits où il n'y a pas du tout de réglementation, hein, donc j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on ait quelque chose de mondial. L'OACI essaye de travailler à des ambitions de réduction de gaz à effet de serre, etc., mais le caractère obligatoire est moins prégnant par rapport à ce que peut faire un État ou l'Union européenne. Donc oui, il y a des risques, il y a des règles qui vont être différentes d'un pays à l'autre, et effectivement, il y a des subventions dans certains pays qui les rendent beaucoup plus attractifs. C'est compliqué. Il nous faudrait une réglementation mondiale. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Après, l'Union européenne, ce qu'elle essaye de faire aujourd'hui, c'est de fixer des règles pour éviter que, en fait, les avions aillent s'approvisionner ailleurs et contournent la règle, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une distorsion
qui existe et qui va exister. C'est compliqué de l'éviter, mais je comprends la question. Voilà. Merci. Monsieur. Existe-t-il des projets de développement de moteurs d'avion qui ne brûlent que de l'hydrogène? Oui, tout à fait. Alors, on y travaille, on cherche, on a des projets de recherche. Alors, quand je dis la recherche, c'est parce que c'est un stade plus exploratoire que, par exemple, un développement comme le moteur que je vous montrais tout à l'heure, qui, lui, est un vrai projet de développement, on sait qu'on va le faire. Mais oui, on travaille sur en recherche sur des moteurs qui pourront brûler de l'hydrogène. A priori, le problème, la difficulté de l'hydrogène et les défis techniques de l'hydrogène ne sont pas tant dans le moteur lui-même ou dans sa combustion que dans d'autres aspects. Il y a la gestion des fuites, il y a toute la question de l'infrastructure de l'hydrogène, comment on va pouvoir l'amener dans les aéroports, comment on peut le stocker parce que l'hydrogène prend énormément de place. Donc, le réservoir d'hydrogène sur un avion, il pourrait prendre la moitié de l'avion. Donc, il y a beaucoup de défis techniques à relever. Et bon, la question du moteur, elle est peut-être pas la plus difficile à résoudre. Alors après, quand même, l'hydrogène, c'est une molécule qui va de toute façon fuir parce qu'elle est tellement petite que voilà. Il faut retravailler sur tous les systèmes du moteur et de l'avion pour s'assurer de la compatibilité avec l'hydrogène, qui va être les questions de température, de fragilisation de l'hydrogène. En tout cas, oui, on y travaille en recherche. D'autres questions? Monsieur? Alors déjà, je vous remercie tous les trois pour vos présentations. J'ai une remarque sur la première et 2 questions sur les 2 autres. Et je me permets de me présenter avant pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je travaille à la DGAC, parce que j'ai un avis civile, mais je ne suis pas là au nom de la DGAC. Je suis en prof que je m'appelle Clément Fixe. Ah, c'est bon. C'est pour ça que On se connaît par LinkedIn. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la criticité des sources. En effet, les noyers d'informations, c'est toujours dur de faire le tri. Maintenant, dans les éléments que vous avez pris comme exemple, par exemple, que ce soit 11, 12, 5 ou 20% des gens qui prennent l'avion, pour moi, ce n'est pas l'enjeu, en fait. C'est l'ordre de grandeur qui compte et ça veut dire que ça reste une minorité et on va passer au sujet suivant. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mon opinion personnelle. C'est la même chose sur le train versus l'avion. C'est-à-dire que ce soit 7, 8, 5, 12, et pour moi, ce n'est pas l'enjeu. Si déjà construire une ligne neuve pour faire un voyage en train en alternative de ce même voyage en avion, si le facteur c'est juste 2, bah, ça reste déjà pertinent de le faire. Donc, oui, c'est farfelu les 1500, même les 10, les 15, mais ça ne change pas le fond du sujet pour moi. Et donc, je pense qu'il faut aussi pas trop brouiller les pistes et faire en sorte de quand même faire passer le message qui est que c'est une minorité qui prend l'avion. Et le train, même quand vous prenez des infrastructures, si c'est une alternative viable au voyage que vous voulez faire, bah, que ce soit 8 ou 2, bah, c'est une alternative viable. Il ne faut pas se voiler la face de plus. Et après, dernière remarque sur l'exemple que vous avez pris sur Tariq. Je pense que vous avez lu ce bouquin qui est très intéressant. Et là, c'est pareil, je suis désolé, mais l'exemple du Somalien qui a plus de poissons et qui ne prend pas l'avion, il ne le prend pas pour dire que c'est les riches qui polluent, il le prend pour dire que ce n'est pas ceux qui polluent qui en subissent les conséquences. Et donc, du coup, je pense que vous avez un peu transformé son message. Et enfin, bon, voilà. Encore une fois, c'est ma lecture de son bouquin, de ce passage-là. Et oui, alors, mon opinion. Ce que je voulais mettre là, simplement, c'est qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on connaît. Pour ça, je mettais 1, 5, etc. Pourquoi je les ai mis? Tout simplement parce que ce sont des sources scientifiques. C'est-à-dire, comment peut-on. D'ailleurs, c'est comment. Toujours pareil, ce que nous dis à la fin. La prise de décision. On est d'accord. C'est effectivement qui. Alors, les riches prennent l'avion, etc. Encore une fois, on connaît bien les sources. 2019, 4,6 milliards de personnes ont pris l'avion. Et si on fait juste calcul, mais d'ailleurs, c'est on qui a pris l'avion. Et si on fait juste sur 4-5 ans, ça fait 20 milliards. Les 20 milliards, dans ce cas-là, j'ai fait les calculs. Comment on arrive à faire 1% qui a fait 20 milliards de vols? Là-dessus, encore une fois, les calculs, on fait ce qu'on... Je reprends Biasoni. On fait ce qu'on veut avec les chiffres. Moi, ce que je voulais juste démontrer, c'est que, oui, effectivement, il y a ça. Moi, ce que je suis en train de démontrer, c'est, encore une fois, les 2 RM.
On en parle ou pas? C'est-à-dire qu'il faut prendre la bonne proportion. Comme ça a été évoqué, l'avion, effectivement, c'est quelques pourcents, c'est 2%. On est d'accord là-dessus. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que où est la bonne décision à prendre? On est d'accord, il y a quelque chose à faire. Justement derrière, quelle est la bonne décision à prendre? Est-ce que c'est pas plutôt en premier, en priorité, par rapport aux émissions de CO2, méthane, etc., ou est le travail sur les 2 RM? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a comme chiffre en scope 3 sur l'émission réelle totale de tout ce qui est moto, scooter, etc. Si on a fait le calcul, je pense qu'on devrait paniquer plutôt que sur transport rien, sur les 2 RM, etc. Et là, c'est la bonne décision. On est d'accord, il y a des proportions, etc. Encore une fois, je reviens à mon chiffre tout à l'heure. Si on fait sur 4-5 ans, ça fait 20 milliards de personnes. Qui a vraiment pris l'avion? Est-ce qu'on a la bonne source? Je ne suis pas sûr qu'on ait pu trouver vraiment une morceau de qui a pris l'avion, etc. Donc, dire que c'est un 1, 5, 10, 15, 20, etc. Là-dessus, on est d'accord. Encore une fois, je reprenais l'exemple, justement, autre exemple, les voitures en province. Notre provincial est très gentil, mais il va faire 20 000 km en voiture. Et résultat, si on fait calcul toujours, j'ai fait un calcul, je n'ai pas montré, c'est comme s'il prenait l'avion tous les ans. Et il y est pour rien. Il a pris sa voiture parce qu'il doit se déplacer, parce qu'il était en province, parce qu'il est en couronne, etc. Et sa voiture, malheureusement, elle n'est pas très écolo. Donc, et là, justement, c'est la proportion. Et c'est lui, justement, qui, malheureusement, émet beaucoup de CO2. Et encore, on termine là-dessus, pour justement les infrastructures, on parle du train. J'ai regardé un petit peu les travaux aux États-Unis sur le train. C'est assez catastrophique sur l'infrastructure, les émissions réelles. Et on ne parle même pas des trains régionaux en France qui ne marchent pas du tout l'électricité, qui marchent avec du fuel. Et c'est absolument. Et là-dessus, c'est pareil, je termine, de tous les chiffres. Le train en France, on dit TGV, TGV, TGV. La moitié des transports, je crois que c'est du régional. Et en termes d'émissions de CO2, c'est beaucoup. Et je vais enfoncer le clou, malheureusement, parce qu'on est toujours en train de prendre la bonne décision. Toujours pareil. Quel est le taux d'occupation en province là-dessus? Malheureusement, ces chiffres, c'est 25%. Vous avez 75% de tous les trains régionaux qui fonctionnent, mais pas du tout l'électricité, qui plus est nucléaire, parce que vous savez, le nucléaire. Changeons juste de pays. Vous prenez le train, c'est plus nucléaire? Non. Nous prenons des exemples, si au hasard la Chine, les infrastructures en scope 3 des trains chinois. Aïe. Tout ce que je veux simplement dire, c'est oui, effectivement, il y a quelque chose, mais toujours pareil, en management à stratégie, quelle est la priorité? C'est-à-dire, oui, il faut quelque chose, et c'est quelque chose qui est fait, mais derrière, moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'autre part, là où il y a la priorité, en management, les 2 RAM, c'est fait. J'ai regardé aussi le maritime, un excellent travail de quelqu'un à HEC, qui a fait un travail magnifique, totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il a découvert? Que justement, pour le calcul des nations, parce que d'ailleurs, toujours pareil, d'où viennent les chiffres, le secteur maritime, comment on calcule vraiment la pollution réelle totale maritime? Vous avez fait un excellent travail que personne ne connaît. Il a fait sa thèse à Sciences Po d'ailleurs. Qu'est-ce qui a démontré que justement il y a des chiffres qui sont quelque part arrangés pour le calcul réel total des émissions du maritime? Au bout du compte, on s'en fout un peu de combien ça fait exactement. Alors, on vous rejoint et je vais juste revenir sur un des. Vous avez dit pour savoir où sont les priorités. Oui. Vous venez de dire un provincial, il a besoin de faire 20 km par an pour vivre et pour travailler. 20 000 par an. 20 000. C'est un Paris-Sydney que vous faites en 20 heures. Donc, où est la priorité? Paris. C'est-à-dire que la personne qui fait Paris-Sydney pour ses vacances, elle brûle quelqu'un pour vivre toute son année avec sa voiture. Donc, il y a un problème d'ordre de grandeur en fait dans tous les discours qu'on entend. Et y compris avec ce qu'on vient de dire sur l'hydrogène. L'hydrogène, il faut le produire. Et pour mettre Charles de Gaulle à l'hydrogène, il faut 16 EPR. Donc même si on le fait, il n'ira pas à Charles de Gaulle cet hydrogène. Il ira dans les industries qui en utilisent déjà, mais justement qui ne peuvent pas faire autrement. Donc même le maritime, c'est pareil. On ne peut pas comparer le maritime qui aujourd'hui est nécessaire ou le routier à l'aérien. Vous arrêtez les camions aujourd'hui, Paris, en une semaine, c'est la famille. Ah, ben oui, tout à fait. Donc, les SAF vont d'abord aller là. Parce que c'était ma question pour la dernière intervenante. Si on arrive à avoir les ressources pour faire ces SAF, et qu'on prend les scénarios du GIEC en 2050, si on veut maintenir le trafic aérien d'aujourd'hui et les taux de croissance qui sont prévus, en fonction des scénarios du GIEC, il faut que 65 à 85% de la ressource SAF soit dédiée à l'aérien. Qui peut croire que ça peut arriver? C'est le débat, bien sûr. Donc le sujet pour moi, c'est même pas est-ce qu'on aura la ressource ou pas, c'est espérons qu'on l'ait, mais jamais de la vie elle ira à l'aérien. Parce que l'aérien, 75% du vol, c'est du tourisme. Et entre aller à Sydney en vacances et avoir votre voiture pour gagner votre salaire tous les jours, la question elle se posera même pas.
Oui, mais justement, Je suis volontairement un peu provocateur parce que j'ai l'impression qu'on se voit un peu la face. Et pour Sur le terminer base. et faire ma dernière remarque par rapport à l'intervention de Valérie, un projet comme RISE, sachant qu'Airbus a 10 ans de commande sur le Neo, dans combien de temps c'est mis en flotte produit? Ça sera, Parce qu'aujourd'hui, on met 10 ans pour produire les avions d'aujourd'hui, la génération actuelle. Donc les commandes en Inde, etc., de Neo, elles vont sortir dans 10 ans. On sera en 2034, quand on pourra produire autre chose que la génération actuelle. Vous l'avez dit vous-même, les moteurs, ça vole 30, 40, 50 ans pour être rentable. Comment ça s'inscrit dans la trajectoire de décarbonation? Ça Le peut levier- être rentable un peu avant. Quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire, c'est une question simple, hein, comment ce levier permet de faire 30% de l'effort, sachant qu'aujourd'hui, on a 10 ans de commande sur la génération actuelle, et que qui va renouveler sa flotte si l'avion vient de sortir de chez Airbus? Oui, donc la réponse, pardon, c'est effectivement au milieu des années 2030, RISE. Donc la question, oui, en fait, ça revient au fait que l'aviation est un secteur extrêmement difficile à décarboner. Voilà. C'est pas une raison pour pas préparer l'avenir. Absolument. Voilà. Absolument. Non, Donc vous avez raison. voilà. Mais il faut rester lucide. ce sera le mot de la fin. C'était aussi mon mot d'introduction. Disons que les enjeux sont quantitativement faibles et la présentation de Valérie avec ses camemberts était passionnante de ce côté-là, mais très difficile à décarboner. Je voudrais qu'on remercie nos intervenants et qui ont fait. Merci beaucoup. Un petit peu de pub, courtement. On continuera, bien entendu, en 2024 nos conférences. Visite à la gare d'Éole le 8 février. Très peu de places disponibles. Inscrivez-vous vite si ça vous intéresse. Conférence du DG de Voltalia, Sébastien Clerc, le 6 février. C'est quelqu'un qui n'a pas créé, mais qui a croître fantastiquement une entreprise renouvelable. Il vous dira de la difficulté que ça représente. On a vu David Korshkel l'année dernière. C'est un peu le pendant cette année. Et merci à Tobias qui nous a permis d'organiser cette conférence. Une édition de printemps du Speed Meeting, donc la capacité de professionnels et d'étudiants de se rencontrer sur les métiers de l'énergie en particulier. Et on est à Sciences Po, donc on fera quelque chose sur les Européennes et l'énergie en avril. On prépare également une conférence sur l'évolution des prix de l'énergie. Toutes vos idées et suggestions sont bienvenues. Donc, je vous invite à notre prochaine conférence le 6 février pour Sébastien Clerc, le PDG de Voltalia en collaboration avec Centrale. À nouveau, un très grand merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.